Il n'y a pas de vérité subjective. Vous avez des fantaisies subjectives. Vous avez des émotions subjectives. Vous avez des perceptions subjectives. Vous avez des sentiments subjectifs. Alors, dans ce cas, que faut-il faire? La vérité subjective est appelée imagination. Les faits sont plus importants que les vérités subjectives. Alors, quelle est la vérité absolue? La vérité absolue ne consiste pas à connaître le fait. La vérité absolue est... Un engagement erroné peut être extrêmement dangereux. Ma vérité subjective peut me pousser à justifier toute action, même la corruption ou l'exploitation, uniquement pour protéger ceux qui me sont chers. C'est pourquoi la vérité subjective peut devenir très problématique. Vous serez compétent dans la résolution de problèmes, mais vous ne serez pas en mesure de vous comprendre vous-même. C'est à ce stade qu'intervient quelque chose d'autre, au-delà de l'intellect. C'est ainsi que je le définis. Nous sommes fiers d'être d'excellents résolveurs de problèmes. N'est-ce pas précisément la fonction que la technologie est censée remplir? Mais savons-nous réellement où se trouvent nos véritables problèmes? Bonsoir à tous. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Truth Without Apology, une séance interactive avec Acharya Prashant. Pour commencer, je voudrais accueillir le directeur de l'IATEGOA pour son discours de bienvenue. Très bonne soirée à vous tous. Permettez-moi de commencer par souhaiter la bienvenue à l'un des aînés de notre communauté de l'IIT, monsieur. Acharya Prashant, je vous remercie sincèrement d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté d'interagir avec nous. En vous renouvelant nos souhaits de bienvenue, nous nous réjouissons de cette soirée qui s'annonce particulièrement enrichissante. Nous vous remercions de votre présence. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Priyanshu Mukherjee et je suis étudiant en première année de B.Tech. Monsieur, comme vous l'avez indiqué, tout, y compris notre liberté, devrait être fondé sur la vérité et cette vérité devrait reposer sur des faits. Toutefois, il arrive que la vérité soit perçue comme subjective. En d'autres termes, la vérité n'est pas toujours objective. C'est souvent subjectif. Dans ce cas, que doit-on faire? La vérité subjective est appelée imagination. Les faits sont plus importants que les vérités subjectives. La vérité subjective s'appelle l'imagination. Très bien. Quel est le poids? 100 grammes. C'est ta vérité subjective. Quel est le poids? Environ 200 grammes. Entre 100 et 200 grammes. Par conséquent, 150 grammes, par exemple. Toutes ces estimations relèvent de vérités subjectives. À présent, je prends une balance et vous communique la valeur exacte. Supposons qu'elle soit de 88,4 grammes. Il s'agit alors d'un fait. Les faits doivent primer sur les vérités subjectives. Dès lors, qu'est-ce que la vérité absolue? La vérité absolue ne consiste pas à connaître un fait. Elle consiste à comprendre pourquoi vous accordez une telle importance au poids de cette serviette, alors que 4 étudiants brillants sont réunis ici pour échanger avec vous. Il s'agit de la vérité absolue. Celle-ci prend en considération non seulement cet objet, mais également la relation entre le sujet et cet objet. Le sujet est ici représenté par moi-même. Il convient alors de s'interroger sur les raisons pour lesquelles je devrais accorder de l'importance au poids de cette serviette. Il s'agit d'une chose tout à fait ordinaire. 4 étudiants intelligents et curieux sont réunis ici, en présence d'un public. Considérez plutôt mon attitude. Il serait insensé de m'interroger sur le poids de cette serviette dans un tel contexte. Alors, quelle est la différence entre l'orientation de la vérité subjective, le fait et la vérité absolue? La vérité subjective ne porte que sur cet objet. Lorsque je vous ai demandé quel en était le poids, différentes estimations ont été proposées, 100 grammes, 150 grammes ou d'autres valeurs. Notre attention était exclusivement portée sur l'objet que je tenais dans ma main. Telle est l'orientation de la vérité subjective. Il en va de même pour le fait. Lorsque la question du poids de cet objet a été posée, la balance a permis d'en déterminer la valeur avec précision. Une fois de plus, notre attention portait uniquement sur l'objet. En revanche, la vérité absolue ne considère pas seulement l'objet, mais également la relation entre l'objet et le sujet. Elle les appréhende donc conjointement et conduit par conséquent à une interrogation. Pourquoi êtes-vous si intéressé par cela à cet instant?
Je ne prétends pas que cette affirmation constitue la vérité absolue. Je vous présente simplement l'étendue élargie de ce qu'est la vérité absolue. Lorsque vous examinez le sujet et l'objet ainsi que leurs relations en même temps, vous vous rapprochez de la vérité absolue. Il n'existe pas de vérité dite subjective. Vous avez des fantaisies subjectives. Vous avez des émotions subjectives. Vous avez des perceptions subjectives. Vous avez des sentiments subjectifs. En revanche, il ne peut exister de vérité subjective, bien que je comprenne que cette notion soit abordée en philosophie. Nous évoluons désormais vers ce que l'on appelle l'ère de la post-vérité. L'ère post-vérité. Cela signifiait sensiblement la même chose que ce qu'a indiqué notre interlocuteur, qu'il existerait une réalité appelée vérité, laquelle varierait selon les acteurs, les observateurs ou les expérimentateurs. Telle est la conception à laquelle vous faites référence. Toutefois, cette conception constitue également l'un des fléaux de notre démocratie. Les perceptions, en particulier lorsqu'elles sont biaisées, peuvent être prises à tort pour une vérité subjective. Il convient donc de faire preuve d'une grande prudence, car dès lors que vous qualifiez une perception de vérité, même subjective, vous êtes susceptible de lui accorder une adhésion totale. En effet, la vérité exige une entière adhésion. Dès lors que vous affirmez « c'est ma vérité », vous vous y engagez pleinement, et un engagement fondé sur une erreur peut avoir des conséquences extrêmement graves. C'est comparable au fait de s'engager envers un dirigeant incompétent. C'est également comparable au fait de voter uniquement en fonction de son appartenance communautaire. Il s'agit d'un engagement erroné. De la même manière, cela reviendrait à exploiter les ressources du monde entier dans le seul but d'assurer le bien-être de sa propre famille. Il s'agit d'un engagement erroné. N'est-ce pas là une tendance que nous observons fréquemment? Ma vérité subjective se limite à ces 4 personnes. Ma femme et mes 3 enfants représentent ma vérité subjective et mon univers. Je pourrais alors être tenté de justifier l'exploitation, la corruption ou des actions répréhensibles, uniquement pour assurer leur bien-être, afin d'être perçu comme une personne bienveillante à leur égard. Il s'agit d'une vérité subjective, laquelle soulève des difficultés particulièrement importantes. Monsieur, une autre chose est que dans votre livre, La vérité sans excuse, dans le chapitre Vous n'êtes pas paresseux, vous êtes sans amour, vous avez mentionné le fait que l'esprit courageux ne résout pas le problème, il se résout lui-même. Pourriez-vous expliquer comment un esprit courageux peut contribuer à résoudre les problèmes de notre nation ainsi que les défis auxquels le monde est confronté? Cette réflexion m'inspire profondément. Voyez-vous, nous sommes tous ici des esprits intellectuels. Je suis en fait reconnaissant que vous ayez choisi celui-ci devant ce public. Nous sommes tous ici des esprits intellectuels. Et les esprits intellectuels sont doués pour résoudre des problèmes. En effet, je vous suis reconnaissant d'avoir choisi ce sujet devant cette assemblée. En principe, si vous êtes présent dans cette salle, vous serez compétent dans la résolution de problèmes. C'est la fonction de l'intellect. Il est capable d'identifier un problème externe. Il connaît l'objectif vers lequel sa résolution doit être orientée. Un problème et sa solution sont liés par un désir. À défaut, un problème ne constitue qu'une simple situation. Considérez un problème. Qu'est-ce qu'un problème? C'est une situation. Et comment appelle-t-on une solution? Il s'agit également d'une simple situation. Toutefois, ces 2 situations sont reliées par un désir. Si vous êtes en mesure de transformer cette situation en une autre conformément à votre objectif, vous pouvez considérer que le problème a été résolu. Situation 1, S1, et situation 2, S2. S1, S2. S1, vous appelez cela un problème, et S2, vous appelez cela une solution. Qu'est-ce qui relie les deux? Votre désir. Lorsque vous faites appel à votre intellect, grâce aux capacités de votre esprit, vous êtes en mesure de déterminer comment passer de la situation S1 à la situation S2. Vous avez donc raison sur ce point. En revanche, vous ne serez pas nécessairement en mesure de déterminer si la situation S1 doit évoluer vers S2, S3, S4 ou S5. Vous serez compétent dans la résolution de problèmes, mais vous ne serez pas en mesure de vous comprendre vous-même. C'est à ce stade qu'intervient quelque chose d'autre, au-delà de l'intellect. J'appelle ça du courage dans ce contexte. Cela peut aussi être appelé par d'autres noms. Comprenez-vous?
Considérons un atome. Mon esprit est rempli de colère et de haine à l'égard de quelqu'un. L'atome se trouve ici dans son état naturel. Qu'il s'agisse d'un atome d'uranium ou de plutonium, cet état peut être désigné comme l'état S1. Par ailleurs, mon cœur est animé par la colère. La haine, la colère, la jalousie et bien d'autres émotions sont présentes, sans que j'en connaisse l'origine. J'ignore la source de mes émotions intérieures, ainsi que celle de mes désirs et de mes motivations. Toutefois, je dispose de solides capacités intellectuelles. Mon quotient intellectuel est de 165. Je prends alors l'atome et le scinde. Maintenant, l'atome a été transformé en autre chose, avec un grand dégagement d'énergie. S1 est passé à S2. S1 est passé à S2, accompagné d'une libération massive d'énergie. J'appellerai cela une solution. S1 est passé à S2, et je déclarerai cela une solution. Pourquoi l'état S1 devait-il initialement évoluer vers l'état S2? Je vous prie de m'en expliquer la raison. La raison en était que j'éprouvais une colère extrêmement intense. Comprenez-vous? J'étais également rempli d'amertume et de haine. Ce n'est pas quelque chose que votre intellect seul peut vous révéler. Pour cela, vous avez besoin d'un miroir. Vous avez besoin d'une observation de vous-même. Vous devez voir d'où vient votre motivation. Et une fois que vous voyez cela, vous vous demanderez peut-être que ce que vous appelez une solution est souvent pire qu'un problème. Parce qu'une solution n'est qu'un état modifié du monde extérieur. Une solution n'est qu'une modification du monde extérieur. Pour savoir si elle est réellement bénéfique, vous devez d'abord vous connaître vous-même. Sans cette connaissance, vous pouvez changer une situation sans savoir si le changement est véritablement souhaitable. Et la déclarer comme une solution. Et c'est ce que nous avons fait. Vous défrichez une forêt et vous appelez cela une solution pour l'urbanisation. Mais si vous ignorez qui vous êtes, vous risquez de changer une situation sans discernement et de prendre cette modification pour une véritable solution. Je saurai comment procéder car aucun animal n'en est réellement capable. Les animaux vivent dans les forêts et si on leur demandait de les défricher, ils ne sauraient pas comment s'y prendre. En revanche, grâce à notre intellect, nous sommes capables de déterminer les moyens nécessaires pour défricher d'immenses étendues de terre, représentant des milliers d'hectares. Nous réussirons. L'intellect est merveilleux mais reste une chose très petite. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un œil qui peut se tourner vers l'intérieur, donc je l'ai appelé un miroir. Le miroir. Dans ce contexte, cela a été qualifié de courage. Pourquoi? Parce que lorsque vous observez ce qui vous entoure, vous ne percevez que des éléments extérieurs. En revanche, lorsque vous vous regardez dans un miroir, vous êtes confronté à votre propre image, qui peut parfois révéler des aspects difficiles à accepter. C'est pour cette raison que cela exige du courage. Il faut du courage pour se regarder dans le miroir. Sinon, vous penserez être un excellent résolveur de problèmes, sans savoir si ce que vous proposez est une solution, ou quelque chose de pire que le problème. Tous les problèmes concernent quelqu'un. Toutes les solutions sont pour quelqu'un. Je le laisse tomber. L'objet se brise et le thé se renverse. Il s'agit d'un problème pour les êtres humains, cette espèce présente ici. Mais est-ce également un problème pour les bactéries ou les fourmis? Non, pour elles, il ne s'agit pas d'un problème. Cela peut même représenter une opportunité. Ainsi, un problème possède une dimension subjective. Une situation que vous qualifiez de problème ne devient problématique que pour une personne donnée. Comprenez-vous cette idée? Cette personne, c'est vous-même. Si vous considérez une situation comme un problème, c'est votre propre perception qui lui attribue ce caractère. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, comment pouvez-vous déterminer qu'une situation constitue réellement un problème? Si je ne me connais pas moi-même, comment ai-je pu déclarer une situation particulière comme telle, comme un problème? Et cela affaiblit considérablement le cadre de résolution de problèmes. Nous sommes fiers d'être d'excellents résolveurs de problèmes. N'est-ce pas précisément la fonction que la technologie est censée remplir?
Résoudre des problèmes avec la science, c'est ça la technologie. Mais savons-nous réellement où se situent nos problèmes? Savons-nous réellement où se trouvent nos véritables problèmes? À quoi sert la technologie si nous ne sommes pas capables d'identifier clairement les problèmes auxquels nous devons faire face? Il vous suffit de télécharger l'application Acharya Prashan, puis d'accéder à la section dédiée à la communauté. Vous y trouverez des témoignages en direct diffusés toutes les 5 minutes. J'observe chaque jour, sous mes propres yeux, des transformations profondes dans la vie de milliers, voire de millions de personnes. Nous sommes en train d'accomplir cela. Nous l'avons vraiment fait. Rejoignez la communauté de plus de 200 000 participants sur l'application Acharya Prashan. Votre premier mois est entièrement gratuit. Vous aurez un accès complet à la mission Gita. Sur l'application, vous aurez des sessions en direct régulières, des conversations exclusives quotidiennes avec Acharya Prashan, l'accès à la vibrante communauté Gita, des examens de sagesse, des nouvelles sélectionnées, des livres audio, des citations et bien plus encore. Recherchez Acharya Prashan sur Google Play Store ou Apple App Store et téléchargez maintenant.